préférentielle de ces carcinomes, qui est donc la forme la plus fréquente, c'est le carcinome épidermoïde, qui peut être bien, moyennement ou peu différencié, avec des degrés variables de différenciation cornée. Donc, vous voyez, la zone de jonction, en fait, elle correspond à une zone de transition entre un épithélium ici, qui est de type... Recording in progress. Qui correspond à un épithélium de type endocervical, donc, et ici, un épithélium de type malpigien, vous voyez, donc, avec des cellules qui ont des pans, et donc, ça rappelle l'épithélium malpigien, mais non kératinisé. Ici, donc, schématiquement, voici à peu près les cellules, donc, ici, les cellules qui deviennent, donc, qui sont malpighiennes. Ici, donc, c'est cette zone où il y a des glissements de cellules de réserve qui vont donner ces cellules malpighiennes. Ici, un exocole qui est régulier et on voit bien entre le chorion ici qui vous paraît un peu jaune, c'est le chorion sous l'épithélium, et ce qui sépare l'épithélium de l'exocole malpighien de ce tissu conjonctif, c'est cette basale dans laquelle commence la dysplasie. Et donc la dysplasie, elle est de 3 grades. Elle peut toucher que le tiers inférieur, elle touche les 2 tiers ou elle peut toucher toute la hauteur. Et là, on n'a pas pratiquement de cellules irrégulières, tout est régulier avec une certaine hyperkératose, beaucoup de kératine en surface. Est-ce que les diapos suivent? Oui, docteur. D'accord. Donc, voilà des processus qui touchent le col utérin. Vous voyez ici que l'utérus, il est épargné avec les annexes, mais c'est un gros processus en chou-fleur qui touche la région cervicale. Ici, un autre processus où l'utérus, il est petit, atrophique. Il survient comme ça chez une femme très âgée, donc l'utérus est pratiquement involué, alors que la région cervicale, c'est elle qui est le siège de ce processus qu'on voit ici, un petit peu irrégulier, un peu translucide et qui touche toute cette région. Ici, vous avez donc toujours une zone de jonction où on voit l'épithélium endocervical avec donc l'épithélium de type malpighien. Et regardez la différence entre l'épaisseur de cet épithélium à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et donc ici, il est non seulement hyperplasique, donc il a augmenté de taille. Il y a beaucoup de cellules. En plus, on devine les atypies qui touchent toute la hauteur. Et donc, on est devant une dysplasie de haut grade, donc un CIN3, voire un carcinome intraépithélial. Et voici la basale qui souligne cet épithélium. Et tant qu'elle n'est pas dépassée, on est devant un carcinome intraépithélial, c'est-à-dire qu'on a les atypies, les mitoses, les irrégularités, la perte de la polarité, les atypies qui touchent toute la hauteur et sans qu'il y ait dépassement de basale. Et c'est là, c'est toute la différence avec un carcinome micro-invasif qui a donc détruit un petit peu la basale, qui l'a dépassé, ou bien il a carrément dépassé au-delà et il va infiltrer le chorion pour devenir infiltrant. Donc, un in situ, c'est un carcinome intraépithélial, il est tout carcinome est toujours cantonné à la hauteur de cet épithélium sans dépassement de la basale. Et lorsqu'il a dépassé, donc, il va nous réaliser donc l'aspect typique d'un carcinome épidermoïde, puisque c'est la forme la plus fréquente, avec des atypies, des cellules qui nous rappellent l'épithélium malpighien, des enroulements bulbiformes avec différenciation donc cornée d'intensité ou d'importance variable. Cette pathologie, donc, on peut avoir aussi être amené devant, donc, on passe de la tumorale du col vers la région donc tubaire, et on peut être amené à examiner donc la paroi de la trompe dans un contexte inflammatoire. Donc, c'est les salpingites, vous les avez vus dans le cours. Les salpingites peuvent être aigus. Donc, regardez comment la trompe est turgescente.
congestive. Et à l'histologie, vous avez les franges tubaires qu'on retrouve ici avec un infiltrat très important et qui est très riche en polynucléaires. Donc, c'est une salpingite aiguë. Donc, la caractéristique, c'est la présence de polynucléaires. Elle peut être la salpingite due à un hydrosalpingue, c'est la présence donc de liquide eau de roche, donc le lymphe dans la paroi, dans la lumière qui est à la distance. Regardez le calibre, comment il est très variable de l'extrémité vers ici. Donc, la trempe est tuméfiée par ce contenu liquidien. Après, les salpingites, lorsqu'elles ne sont pas donc traitées, elles peuvent passer à chronicité. Et donc, la plus fréquente ou bien la plus redoutée, c'est la salpingite granulomateuse. Pourquoi? Parce que elle peut être due à mycobactéries, à des champignons, des parasites ou des corps étrangers. Mais la plus fréquente, donc, c'est la salpingite d'origine tuberculeuse, puisque elle est donc source donc d'infertilité. On peut avoir aussi d'autres salpingites chroniques d'origine mycosique, un Crohn de localisation, donc, mais elle est extrêmement rare, ou même une sarcoïdose. Ici, voilà la localisation donc tuberculeuse dans la trompe. Et ce qui est caractéristique, c'est surtout la structure folliculaire que vous avez fait dans d'autres cours. Donc, la disposition en follicules de taille variable, avec donc au centre des cellules géantes de type Langerhans, avec des cellules épithélioïdes autour et en périphérie, la couronne lymphocytaire. Et ce qui paraît des petits lymphocytes, ce qui est basophile, ponctué, c'est ça, les lymphocytes autour. Donc, c'est le follicule épithélio-gigantocellulaire qu'on retrouve donc au moment de l'infestation par donc, cette bactérie qui est arrivée donc, au niveau de la région tubaire et qui peut être donc la source de l'infertilité, et les traitements vont entraîner certains remaniements, donc après la guérison, certains remaniements fibreux et donc des synéchies qui vont donner un aspect donc de frange peu mobile et donc empêcher la migration de l'ovule, puisque les franges sont un petit peu coalescentes et vont être donc gênées dans cette fonction. Une autre localisation, donc un autre aspect de salpingite chronique, c'est dû à actinomycète. Donc, regardez l'infiltrat qui a complètement détruit le revêtement, ici, tubaire, et l'infiltrat très polymorphe avec ces structures basophiles qui ont un renforcement périphérique typique de l'actinomycose. Une autre pathologie qu'on rencontre souvent, c'est l'endométriose qui est définie, vous l'avez fait en clinique, c'est une situation ectopique de la muqueuse endométriale. Donc, c'est des foyers d'endomètre avec donc et le revêtement et le chorion cytogène qui peut se retrouver au niveau de la paroi sous forme de petits nodules. Cette endométriase, s'il vous plaît, éteignez vos micros parce que sinon, je vais entendre tout ce que... Et donc, ces nodules d'endométriose peuvent se retrouver un peu partout et ça correspond à une extension de l'endomètre à partir de la corne utérine et qui se voit souvent après ligature de trempe. Et donc, pour parler d'endométriose, il faut retrouver l'endomètre avec le chorion cytogène qui est impératif pour en faire le diagnostic d'endométriose, c'est-à-dire la muqueuse ectopique en dehors donc, de l'endomètre. Voilà des petits foyers d'endométriose tubaire, ici, d'accord, au niveau de la séreuse tubaire. Docteur, Oui? et si on ne retrouve pas le chorion? Comment? Et si on ne retrouve pas le chorion, c'est un adénome? Eh bien, si on n'a pas le chorion, il faut vraiment faire des coupes multiples
s'acharner à retrouver le chorion cytogène, s'il faut peut-être faire une immuno. Des fois, on a des endométrioses peut-être pauvres, elles peuvent être pauvres en glandes, comme le chorion peut être minuscule, faut avoir un œil averti et se méfier et le retrouver. Peut-être des fois, il est tellement petit qu'on ne le retrouve pas facilement. On fait donc un CD10 qui va nous montrer la présence donc, de ce chorion cytogène. Donc, sinon, on va être un petit peu embêté pour en faire le diagnostic. Mais théoriquement, le diagnostic est posé sur la présence du revêtement endométrial et du chorion cytogène. C'est-à-dire, c'est le même aspect de l'endomètre, mais de localisation externe à l'endomètre. D'accord? D'accord, merci. Donc là, vous avez donc une endométriose tubaire. Regardez les franges ici, c'est les revêtements de la trompe, mais ici, vous avez quelque chose qui vous rappelle donc et le chorion et les petites glandes. On a l'impression d'être dans un endomètre hyperplasique, mais qu'il est situé ailleurs, ici aussi. Donc, on peut aussi avoir l'adénomiose, c'est-à-dire c'est l'équivalent de l'endométriose, mais qui n'a pas quitté, si vous voulez, l'utérus. Elle est située, donc c'est des foyers ectopiques, à distance de l'endomètre, donc dans la profondeur de la paroi utérine, c'est-à-dire dans la profondeur du myomètre. Et là aussi, on a donc ces foyers, regardez les glandes avec ce chorion cytogène qui s'insinue entre le muscle de la paroi utérine, entre donc le myomètre. Une autre pathologie qui est assez fréquente dans la trompe, elle est fréquente d'abord par rapport à sa localisation ovarienne qui est extrêmement rare, c'est la grossesse extra-utérine. Donc, c'est une implantation de l'embryon en dehors de la cavité utérine. Et la trompe, c'est un endroit où c'est une localisation qui est assez fréquente dans les grossesses ectopiques. Donc, généralement, c'est dans 75 à 80%, elle survient dans l'ampoule, 10 à 15% en situation ismique et 5% au niveau du pavillon et seulement 2% dans la corne utérine. Et ça s'explique par la lumière qui est beaucoup plus importante ici et qui va pouvoir recevoir, si vous voulez, ou être le point de départ de la nidation qui va se faire à ce niveau-là. Et les facteurs de risque principaux sont les antécédents de pathologie pelvienne inflammatoire, mais aussi les antécédents de salpingite, c'est-à-dire la femme qui a fait plus de salpingite, elle a un risque qui est peut-être multiplié par 4 de faire une éventuelle grossesse ectopique par rapport à une femme qui n'a pas fait, donc, et c'est les remaniements et qui peuvent donc pousser à cette grossesse ectopique. Comment on fait donc l'histologie? À l'histologie, quel est l'élément qui nous permet de parler d'une grossesse extra-utérine? Donc déjà, cliniquement, à l'échographie, vous allez avoir une vacuité utérine, une douleur pelvienne ou une douleur donc latérale, donc et c'est une grossesse qui va être rompue ou éliminée à jeune, puisqu'il y a un certain moment, elle va prendre de l'ampleur et elle ne pourra pas être contenue dans un milieu ou dans une lumière petite, donc réduite, et elle va donc se rompre. Ça sera donc un tableau d'état de choc avec donc un hémopéritoine et c'est une urgence gynécologique. Et lorsqu'on fait donc la salpingectomie, on va trouver donc une paroi qui est très remaniée, beaucoup d'hémorragie, un hématosalpinx, mais il faut s'acharner à retrouver des débris de caduc et c'est pas suffisant. Il faut à tout prix retrouver les villosités choriales pour dire qu'il s'agit bien d'une grossesse ectopique de siège tubaire. Donc, c'est les conditions indispensables pour parler de grossesse extra-utérine de siège donc tubaire. On peut même, des fois, il a été décrit la présence d'embryons dans une trompe
embryon une fois que la grossesse prend des dimensions plus importantes. Donc voilà, à l'histologie, cette paroi tubaire, les franges, regardez l'épithélium, et au centre, vous avez ce débris avec ces villosités choriales. Donc là, c'est la villosité, ce n'est pas l'épithélium qui ici, la paroi est déchiquetée, il serré par endroits, et c'est un bout donc de caduc avec de la fibrine, de l'hémorragie, et c'est surtout les villosités choriales qui sont indispensables pour faire le diagnostic. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Dans la grossesse tubaire, il y avait dans le sujet de l'année précédente, la 4e rotation, il y avait un QCM qui concerne la grossesse tubaire et puis on doit cocher la réponse fausse. Est-ce qu'elle est d'évolution favorable ou bien la lumière est comblée par un magma fibrino-cryorique? Un magma fibrino-cryorique n'est pas suffisant pour faire le diagnostic de la grossesse ectopique. Donc, on peut retrouver ce magma fibrino-cryorique dans la grossesse ectopique? Oui, il existe que le diagnostic différentiel entre une grossesse ectopique et un hématosalpinx, le magma, dans l'hématosalpinx, il n'y a que le magma. Mais quand vous avez la grossesse ectopique dans la trompe, non seulement vous avez le magma de l'hémorragie, de la fibrine, mais vous devez avoir des débris de caduc et des villosités choriales. Si vous ne les avez pas, par exemple, si l'échographie parle, peut-être que ça s'est éliminé, peut-être que ça a été mal fait, peut-être que vous n'avez pas prélevé beaucoup. Donc, vous voyez, vous devez vous acharner à retrouver ces deux éléments pour en faire. Donc, vous pouvez bien sûr dire que compatible ou ça vous fait suspecter, mais histologiquement, si vous n'avez pas d'éléments importants ou cruciaux pour en faire la grossesse ectopique, vous ne pouvez pas être formel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, docteur, merci. Donc, peut-être une présomption, mais vous êtes obligé de retrouver les débris, quitte à inclure pas mal de fragments pour retrouver une ou deux villosités qui vous permettent de faire vraiment le diagnostic avec certitude. Donc, voilà d'autres lésions qui peuvent être, donc c'est des tumeurs bénignes qu'on retrouve sur la surface tubaire, c'est les kystes d'inclusion ou qu'on appelle kystes paratubères. C'est des petits kystes avec un revêtement de type séreux et un contenu, regardez, tout petit, avec un contenu clair aux roches. On peut avoir aussi les ovaires qui peuvent être inflammatoires, mais souvent, ça s'associe à des inflammations tubaires. Donc, vous voyez, c'est les salpingo-ovarites. En général, c'est rare où on a un ovarite isolé. Souvent, c'est associé à la salpingite. Ici, c'est une photo que j'ai eue et c'est des ovaires complètement déformés, irréguliers. Regardez, c'était dans le contexte en fait, c'était des masses suspectes ovariennes, mais à l'histologie, il s'agissait d'une tuberculose ovarienne bilatérale et qui pouvait prêter à confusion avec une masse tumorale, surtout quand ça atteint, donc ça déforme l'ovaire et ça atteint une certaine taille et que le radiologue n'a pas pensé ou a pensé plus à la pathologie tumorale et il a oublié qu'on pouvait très bien avoir donc une pathologie inflammatoire comme la tuberculose et donc rechercher les stigmates et c'est les mêmes critères qu'on a vus dans la trompe, c'est-à-dire les lésions épithélio-giganto-cellulaires avec peut-être ici un peu plus de nécrose que dans la trompe. Donc, dans la pathologie ovarienne inflammatoire, ça peut être donc des salpingo-ovarites, ça peut être aussi donc une tuberculose. Ici, une autre lésion kystique classique et assez fréquente, c'est le kyste ovarien, le vrai kyste, donc qui est une tumeur bénigne, qui a une surface, regardez, externe lisse et tendue par un liquide. Dès qu'on fait la tranche de section, le liquide ou le contenu va partir, il va être filant
très fluide, eau de roche claire. Ici, par contre, le revêtement, il est plutôt le liquide, regardez, il a stagné ici, il est beaucoup plus épais. C'est l'aspect d'un contenu visqueux, colloïde. Donc, c'est le cystadénum mucineux. Ici, c'est le cystadénum séreux. Donc, la paroi, elle est très amincie. Et ici, elle est tapissée d'un épithélium le cystadénum mucineux, sécrétoire, endocervical ou intestinal. Et c'est donc une tumeur avec un locule, un seul locule, avec une paroi interne externe sans végétation. Une qui est assez fréquente dans les ovaires, c'est les tumeurs borderline, c'est-à-dire que c'est une tumeur qu'on appelle limite. Elle est d'origine épithéliale, elle touche souvent la femme jeune, elle peut être unie ou bilatérale, elle peut avoir des tailles importantes, mais la masse ovarienne, elle est fluctuante, elle est solidokystique, elle a une surface externe lisse ou avec des végétations, et à l'intérieur, lorsqu'on coupe, on va trouver des locules. Ces locules vont avoir des aspects très variables. Certains, regardez, ils sont à parois lisses, d'autres sont un petit peu pleins et qui renferment donc des végétations. Et ce qui est important, c'est de trouver ou de s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration de la paroi des locules ni de l'axe des structures papillaires et que ça bourgeonne sans qu'il y ait donc infiltration. On peut retrouver aussi des calcifications qu'on appelle les calcosphérites. Et regardez, donc, cette lésion papillaire sans qu'il y ait donc infiltration avec des petits bourgeons qui desquament. C'est la lésion donc par excellence la plus fréquente d'origine séreuse, qui est donc la tumeur borderline, c'est-à-dire elle peut avoir des critères cytologiques de malignité, c'est-à-dire des atypies, quelques mitoses, mais elle peut avoir aussi des locules bénins. Et la différence, c'est qu'il n'y a jamais d'infiltration de l'axe ni de la paroi de ces locules. Donc, c'est une tumeur qui est en général bénigne et l'exérèse peut comporter une kystéctomie ou une hystérectomie unie ou unilatérale ou bilatérale. En fait, souvent, c'est des femmes jeunes, donc il faut faire très attention à ne pas confondre avec un processus et ne pas sanctionner la malade pour un geste radical pour ne pas entraver donc la fertilité et donc la laisser tranquille et donc avoir le diagnostic le plus précis, c'est-à-dire savoir prélever pour ne pas passer à côté donc d'une micro-invasion ou au contraire ne pas méconnaître une simple lésion exophytique ou endophytique qui peut nous faire croire qu'il s'agit d'un carcinome, mais en fait, il n'y a pas d'infiltration et donc ne pas sanctionner la malade parce que le geste et la thérapeutique est complètement différente si on est devant un carcinome. Donc voilà un autre donc, aspect d'adénocarcinome séreux. Donc ici, c'est plutôt une tumeur, on n'a pas parlé au début donc, des tumeurs qui peuvent toucher la paroi tubaire, puisque les tumeurs les plus fréquentes, c'est le carcinome ou l'adénocarcinome séreux, qui est identique lorsqu'il siège dans le trompe ou dans l'ovaire, mais on ne peut parler d'un adénocarcinome de type séreux et de siège tubaire que si les ovaires sont totalement sains. C'est-à-dire qu'il n'y a que la trompe qui est touchée. C'est la forme là. C'est donc une condition. Si vous avez une atteinte de l'ovaire, on n'est plus devant un primitif tubaire, on est devant donc une extension de la tumeur ovarienne vers la trompe. Mais les critères de malignité, c'est presque les mêmes. Donc, c'est regarder la trompe qui est complètement déformée, siège d'un processus donc friable, blanchâtre, irrégulier, de l'hémorragie, de la nécrose, et souvent c'est plein, regardez. Et donc, les critères de malignité, c'est bien sûr l'infiltration majeure
avec un aspect d'ovaire complètement sain. Sinon, donc, c'est une atteinte, donc une extension de l'ovaire vers la trompe. On peut avoir donc des masses aussi ovariennes, c'est plus fréquent que les tumeurs tubaires. L'adénocarcinome de la trompe, il existe, mais il est beaucoup plus rare que dans l'ovaire. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les ovaires sont bien sains pour en faire un primitif tubaire. Là, au contraire, vous avez des masses ovariennes d'aspect et de taille variable. Regardez ici, plus on a un aspect plein, plus on est dans le malin. Alors que les tumeurs kystiques uniques, on l'a vu, c'est bénin, c'est le cystadénome séreux ou mucineux. Quand c'est borderline, c'est un aspect solido-kystique avec des locules de taille variable. Certains sont unis, un épithélium unique, ou bien un petit peu papillaire, ou bien des végétations à l'intérieur, donc c'est des végétations endo- ou exophytiques, sans qu'il y ait infiltration, sans nécrose, sans hémorragie. Et lorsqu'on a un aspect essentiellement solide avec quelques locules, regardez ici, ça signe l'infiltration. Regardez ce locule, peut-être des zones un petit peu papillaires borderline. Ici, un locule unique, mais surtout le plus gros, il est plein avec des zones donc friables, nécrose, hémorragie. Et on est donc devant déjà un aspect de carcinome ovarien. Ici, les tranches de section, on voit bien que l'aspect est beaucoup plus massif, plein et certainement malin. Elle peut être donc la tumeur unie ou bilatérale avec un aspect donc végétant à l'extérieur ou bien plein massif à l'intérieur avec un utérus petit, atrophique. On peut avoir donc une extension de la tumeur ovarienne vers la cavité péritoniale et donc l'épiplan va être truffé de nodosité. Voilà les foyers blanchâtres de taille variable qui sont dans l'épiplan et c'est un épiplan infiltré et on parle d'une carcinose à gros nodules. On peut avoir aussi d'autres aspects de tumeur. Ici, vous avez un aspect plein, charnu, irrégulier, blanchâtre et ça peut donc être en faveur donc d'une tumeur secondaire et la forme la plus fréquente des tumeurs secondaires, c'est la tumeur de Krukenberg. C'est une tumeur caractérisée par l'extension d'un processus souvent gastrique dans l'ovaire. Donc, il y a une certaine affinité des tumeurs peu différenciées à cellules en bas achatant de l'estomac qui vont métastasier dans l'ovaire, qu'on appelle les tumeurs de Krukenberg. Regardez, c'est les cellules larges avec un cytoplasme abondant et un noyau déjeté en périphérie, comme ce qu'on appelle en bague à chaton, parce que ça ressemble un petit peu à une bague, avec donc ici, vous avez le noyau qui est complètement déjeté. Pourquoi? Par cette flaque donc mycoïde qui élargit le cytoplasme et donc ça donne un aspect très particulier dans un stroma très dense. Et c'est des ovaires souvent bilatéraux, de petite taille, et des fois, c'est la métastase ovarienne qui peut être révélatrice de l'adénocarcinome de l'estomac. On peut avoir aussi les localisations autres, le sein, métastasie aussi dans l'ovaire, surtout le carcinome lobulaire, sous forme de cellules isolées ou entravées, et la vésicule biliaire, l'utérus. En fait, il y a plusieurs origines, mais la plus fréquente, c'est l'origine gastrique. Donc maintenant, on va parler un peu du placenta. Voilà un aspect de placenta arrivé à maturité. Donc, ce placenta va acquérir sa forme définitive à la fin du 4e mois et il va augmenter de diamètre à partir donc de ce stade. Et en fin de grossesse, ce placenta va avoir l'aspect d'un disque à peu près qui fait 18 à 20 cm de grand axe et de diamètre et à peu près 3 cm d'épaisseur. Et il va peser à peu près 500 grammes. Le cordon ombilical qui est normalement inséré au centre et avec donc ces cotylédons donc, qui vont donc à partir donc de là
être donc à la source donc de ces troncs villositaires et vous donner donc ces villosités. Et ici, donc les sillons intercotylédiens, donc c'est ce qui découpe un petit peu les cotylédons. Voici un placenta après expulsion, donc avant terme. Regardez, il est déformé. On voit bien ici la caduque, les membranes et l'insertion du cordon qui est un petit peu latéralisé, marginalisé. On peut avoir même... Oui? Docteur, s'il vous plaît, Oui? vous pouvez effacer le trait rouge. Oui, bon, ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Je ne sais pas comment il faut faire. Honnêtement, je ne sais pas comment. Pourtant, ici. Est-ce que vous le voyez? C'est bon? Là, non, Non. là, on n'a plus le partage d'écran. Ah bon? Oui. Est-ce que vous voyez maintenant la place? Oui, c'est bon, c'est réglé, merci. Bon, et il n'y a plus le trait, j'espère. Oui, il n'y en a plus. Merci beaucoup. Très bien. Donc là, c'est une grossesse aussi arrêtée à 23 semaines. Et on a donc un placenta, regardez, d'aspect très différent. Et avec donc un fœtus qui est pratiquement, on reconnaît les membres. Il y a peut-être une petite, un déséquilibre donc, entre donc, la région céphalique et le tronc avec donc les membres. Et il y a peut-être pas encore l'aspect donc palmé des membres et c'est donc souvent c'est dû à des incompatibilités ou à des anomalies donc chromosomiques. Et donc pour les grossesses arrêtées, souvent il s'agit de grossesses du premier trimestre et donc qu'est-ce qu'on recherche donc dans ces grossesses arrêtées du premier trimestre? C'est la hantise de ne pas passer à côté d'une mole qui est la lésion la plus fréquente, donc la mole hydropsique. Elle se définit selon l'OMS comme étant un placenta anormal avec un hydrops villositaire. C'est-à-dire, l'hydrops, c'est l'aspect très dilaté des villosités choriales et un degré variable de prolifération trophoblastique. Donc, c'est les critères de l'OMS pour dire qu'il s'agit d'une mole, que le placenta est anormal, qu'il y a hydrops villositaire et qu'il y a hyperplasie trophoblastique, mais de degrés variables. Et pourquoi elle a des degrés variables? Il peut s'agir dans ce cas d'une mole qui est complète, qui peut être partielle ou invasive. Donc, toute mole, elle peut être donc définie par ces trois éléments et elle peut être complète, partielle ou invasive. Donc, lorsqu'elle est dite complète, déjà dans le curetage ou la grossesse arrêtée, vous avez un matériel très abondant. Il est hémorragique et il va être composé de vésicules de taille variable entre 10 à 15 mm de diamètre et il n'y a jamais de fœtus ou de membrane dans la molle édatiforme complète. D'accord? Histologiquement, voilà l'hydrops. Regardez la villosité, comment elle est élargie. Elle est hydropique. Et à un degré, donc ici, peut-être le revêtement trophoblastique est tout à fait normal, mais ici, regardez l'hyperplasie trophoblastique qui est très importante. Donc, c'est la molle complète, c'est un hydrops de l'ensemble des villosités, avec kystisation, hyperplasie du trophoblaste périvillositaire. C'est ça le trophoblaste périvillositaire qui est hyperplasique. Il y a de rares vaisseaux
donc, de rares vaisseaux ne contiennent pas des massifs nucléés. Et donc, ce qui est important, c'est le matériel qui est abondant, les villosités qui ont une taille entre 10 et 15 mm, et elles sont toutes hydropiques, toutes élargies, et il n'y a jamais de fœtus. Par contre, dans la partielle, macroscopiquement, déjà, c'est un matériel moins abondant. Et il y a un mélange de villosités hydropiques et non, c'est-à-dire molaires et non molaires. Et vous avez des membranes, regardez ici, vous avez quelques membranes, vous avez, reconnaissez ici, même un bout de cordon et le fœtus, qui est bien sûr en voie de lise. Il va être lisé, on va retenir, souvent on ne le retrouve pas, mais on peut avoir des stigmates qui nous disent qu'il s'agissait donc d'un fœtus, les membranes et ce cordon. La molle invasive, qu'est-ce que c'est? C'est la présence de volumineuses villosités molaires, c'est-à-dire hydropiques, qui s'insèrent dans la profondeur du myomètre et peuvent être même dans le ligament large. Ici, regardez cette grosse villosité, mais on est loin, on est dans la profondeur du myomètre, alors que les villosités sont normalement à l'extérieur, c'est-à-dire vers la lumière, alors que si elles s'insèrent en profondeur, on est devant une molle invasive. La molle invasive, c'est regarder le tissu trophoblastique, l'aqueduc et la villosité qui sont insérés ici dans la profondeur du myomètre. Et c'est pour ça que les grossesses arrêtées, en fait, c'est la hantise, c'est de ne pas passer à côté donc d'une molle invasive qui est méconnue ou d'une molle simple, partielle, qui a été méconnue et qui a évolué et on a laissé évoluer vers une molle invasive. Et cette molle invasive peut donner à distance, peut-être même ces structures qui peuvent donc entraîner donc une infiltration de ce myomètre et donner d'autres localisations. Une autre donc pathologie qui peut toucher l'utérus, c'est le choriocarcinome, qui est une tumeur gravidique ou non gravidique, qui détruit l'utérus, qui est très lymphophile. Elle donne beaucoup de métastases, surtout dans le poumon. Pourquoi je vous dis gravidique ou non gravidique? Parce que en général, le choriocarcinome, c'est une des tumeurs germinales la plus maligne, si vous voulez, assez maligne ou de pronostic très réservé. Et elle survient dans un contexte de tumeur germinale. Mais elle peut aussi survenir après la suite d'une grossesse ou mal curtée ou méconnue. Donc, soit ce choriocarcinome a été développé à la suite d'une grossesse arrêtée, méconnue, qui a été mal suivie, ou bien c'est une tumeur carrément germinale et qui peut survenir chez une femme âgée en dehors de la grossesse. Donc, elle est gravidique ou non gravidique. C'est les mêmes aspects, c'est les mêmes pratiquement anomalies moléculaires, sauf qu'il y a une qui survient dans le cadre d'une tumeur germinale hautement maligne, ou l'autre, elle survient à la suite d'une mauvaise évolution d'une grossesse, donc arrêtée. Voici l'aspect donc de l'utérus, un gros processus qui a détruit, qui est endoluminal et friable, très hémorragique, et qui a donc inséré au niveau du fond. Et ce qui caractérise le choriocarcinome, c'est de gros lacs sanguins qui sont bordés de syncytiotrophoblastes. Donc, on dit que c'est une tumeur biphasique. Vous avez le trophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Et bien sûr, même des cellules intermédiaires. Dans la molle ou dans la molle invasive, vous avez que le cytotrophoblast. Le trophoblast, il n'y a pas de syncytiotrophoblaste. Ici, vous avez la tumeur biphasique très hémorragique, beaucoup de lacs sanguins.
c'est une tumeur très friable et la différence avec la molle invasive, c'est qu'ici, il n'y a jamais de villosité. On ne peut faire le diagnostic de choriocarcinome si on a des villosités. Tant qu'on les a, on est devant une molle invasive. D'accord? Si je reviens en arrière, vous avez ces aspects irréguliers, riches en atypie dans la profondeur du myomètre et vous avez débité et vous n'avez pas trouvé ces villosités, vous êtes devant un choriocarcinome. Mais si vous avez ces villosités, vous êtes devant donc la molle invasive. Si vous ne l'avez pas, vous avez des lacs sanguins, vous avez des atypies de l'aspect épiphasique cyto- et syncytiotrophoblastique sans jamais de villosité choriale, vous êtes devant donc un choriocarcinome. Un autre type donc de tumeur ovarienne qui se classe dans le groupe des tumeurs du stroma et des cordons sexuels. La plus fréquente, c'est le fibrothécome. C'est des tumeurs qui touchent la femme en péri, mais surtout en ménopause. Elle peut avoir des tailles très variables, elle peut avoir une taille très importante. Et ici, regardez, c'est un remaniement nécrotique, hémorragique, mais ce n'est pas de la nécrose tumorale. C'est un remaniement dû à la taille de la tumeur. Donc, la tumeur, quand elle atteint une certaine taille, elle va être très mal vascularisée au centre et elle va se nécroser, elle va se détruire. Donc, c'est de larges remaniements hémorragiques et kystiques au centre de la masse et l'aspect caractéristique ici qui est blanc jaunâtre, typique du fibrothécome. Pour ce qu'il en est donc de la pathologie mammaire, vous avez ici des images à la mammographie. Ici, vous avez, regardez, ça c'est le centre, donc vous êtes en région du mamelon. Et cette zone, cette image stellaire très mal limitée, étoilée, qui vous étire le mamelon. Ici, vous avez une autre image à la mammo qui est donc à la limite ici nette, mais ici, regardez l'aspect flou par rapport, donc il faut toujours faire une mammo bilatérale pour comparer. Et donc, cette perte de la limitation est suspecte. Donc, des images qui peuvent se voir, vous l'avez fait dans le cours. Les images peuvent être stellaires, nodulaires, mal limitées, floues. Donc, ici, vous avez un aspect vraiment flou, marécageux du parenchyme mammaire. Ici, vous avez de gros seins ptosés et vous avez des seins surnuméraires qui peuvent donc se retrouver chez surtout la femme donc, qui a un panicule adipeux très important. Voici une autre tumeur, mais qui est bénigne, qui a été énucléée avec un revêtement cutané. Regardez cette lobulation. Il peut s'agir donc d'un adénofibrome géant ou d'une tumeur phylode avec donc les critères, donc c'est quel que soit la tumeur phylode grade 1 ou adénofibrome cellulaire. Donc c'est une tumeur à double contingent, épithélial et mésenchymateux et tous les deux bénins. Ici, vous avez une autre pièce qu'on appelle la pièce de mastectomie simple, c'est-à-dire qu'on a enlevé le sein sans le curage et on a ici une cicatrice antérieure périaréolaire et la femme a dû avoir une tumorctomie antérieure et elle a été donc complétée par une mastectomie si on a trouvé des berges ou un reliquat de tumeur. Donc, on peut être amené à faire une mastectomie complémentaire et donc pour enlever tout risque de récidive. Des fois, c'est à la demande de la malade, des fois, c'est les indications d'une RCP ou bien si on a des petits foyers d'in situ quelque part dans la tumorctomie ou dans les limites, on est amené donc à faire un geste radical pour éviter tout risque donc de récidive ou de progression tumorale. Ici, vous avez une autre image d'un sein complètement, regardez, augmenté de taille et il a l'air donc rouge. C'est l'aspect d'une mastite et donc ce qu'on appelle la peau d'orange, c'est-à-dire c'est une peau qui est
qui est très œdémaciée, chaude, rouge et due. Donc, c'est une inflammation diffuse de tout le sein avec, regardez, un aspect irrégulier au niveau de la zone du mamelon qui a l'air d'être donc touché, induré. Donc, c'est un aspect particulier du sein en peau d'orange qu'on retrouve dans les mastites donc carcinomateuses. Un autre aspect donc de tumeur par un sein déformé, regardez la différence avec ce sein qui est pratiquement normal. Et ici, regardez ce processus qui est de grande taille, qui a déformé, détruit, il va presque ulcérer en surface. La tumeur va presque sortir de la peau. Elle l'a aminci ici. Et regardez des zones de nécrose et qui vont donc se voir et qui pouvaient donc correspondre plutôt à un aspect sarcomateux de type sarcome phylode. Et là, il faut donc faire la mastectomie de propreté, enlever tout ce sein qui est complètement déformé par la tumeur. Voici un autre aspect donc cliniquement d'un sein tumoral avec cette masse sus-aréolaire. On voit quelque chose qui bombe sous la peau, mais qui est sus-aréolaire avec une petite rétraction du mamelon, alors qu'ici, on voit bien le mamelon et qui est normal. Ici, c'est un processus détruisant tous les mycins, bourgeonnant, nécrosés. On voit donc c'est des stades très avancés de tumeurs malignes carcinomateuses. Là, vous avez des seins déformés, donc ici une asymétrie. Donc, c'est une femme qui a peut-être des angiomes, mais c'est surtout ce qui nous attire, c'est l'aspect déformé ou asymétrie du sein. Regardez ce sein qui est ici attiré, fibreux et petit, c'est ce qu'on appelle le sein squireux. C'est la tumeur à l'instroma fibreux tellement abondant qu'il a complètement bouffé le parenchyme et l'a induré, alors qu'ici, vous avez un sein plus ou moins d'aspect normal par rapport à celui-là qui est petit, induré et étiré d'aspect squireux. Ici, vous avez des cicatrices antérieures avec un mamelon ombiliqué et certainement une femme qui a été donc traitée ou a subi quelques peut-être des chirurgies antérieures ou bien des ulcérations dues à la tumeur. Donc, on va terminer ici par l'aspect de la maladie de Paget du mamelon. Et donc, c'est un aspect d'un mamelon détruit, souvent ulcéré. Donc, on a l'impression que c'est un eczéma. C'est pour ça qu'on l'appelle eczématiforme. Ça rappelle l'eczéma. Et regardez, là, ça commence par une petite ulcération avec peut-être donc des petits saignements. Il ne faut jamais passer à côté. Il faut toujours penser à la maladie de Paget et ne pas dire que c'est rien du tout. C'est une petite ulcération et elle peut donc s'étendre et bouffer. Donc, regardez comment le mamelon, la région a été complètement détruite. Regardez ici cette zone ulcérée avec une destruction du mamelon. Et cette maladie de Paget correspond donc à l'extension de cellules carcinomateuses dans l'épiderme. Et il faut toujours rechercher un carcinome infiltrant en profondeur. Et donc, des fois, c'est la sanction, c'est parce que c'est central, c'est la mastectomie à la recherche. Des fois, on a un foyer en profondeur, et des fois, on ne retrouve rien en débitant tout le sein. Et lorsqu'on ne retrouve aucun foyer infiltrant, on dira qu'il s'agit bien d'une maladie typique de Paget, c'est-à-dire sans carcinome, c'est-à-dire c'est une extension des cellules carcinomateuses le long des galactophores et qui vont se nicher dans l'épiderme, dans la cellule basale et vont donner un aspect clarifié de l'épiderme et qui va être typique. Et en faisant donc une immunohistochimie, on va voir que ces cellules claires qui sont dans le mamelon vont prendre les cytokératines et ils ne vont pas prendre l'HMB45. Donc, ce n'est pas un mélanome, c'est une maladie de Paget qui est l'extension de ces cellules tumorales dans le long des galactophores. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions.
Docteur, s'il vous plaît, Oui, est-ce que plus la tumeur est l'apparition de tumeurs inflammatoires, plus elle est inflammatoire, la tumeur du sein, plus c'est de mauvais pronostics? en fait, c'est une urgence, c'est des tumeurs qui doivent être refroidies par une chimio néoadjuvante immédiate. Et généralement, les mastites carcinomateuses touchent souvent la femme jeune. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a d'autres éléments pour en faire, donc pour parler du pronostic, mais elles sont quand même des pathologies assez sérieuses du sein. Donc, vous voyez que il faut pas donc passer à côté, il faut donc les traiter rapidement pour après voir quelle attitude faire ou bien donc passer à la chirurgie. Mais quel que soit, il ne faut pas toucher, il ne faut pas opérer, même si on a un foyer. Si on est en mastite, ça veut dire qu'on est en stade avancé et donc toujours faire de la chimio première, c'est-à-dire une chimio néoadjuvante, refroidir et faire la chirurgie si nécessaire bien après. Et je vous dis que souvent, c'est des femmes jeunes et donc le sein est complètement rouge, cartonné, voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un aspect œdémateux, cartonné, vraiment en peau d'orange, un typique. Et donc, il faut jamais passer à côté et faire le bon diagnostic et traiter la malade à temps pour ne pas donc aggraver son pronostic. Merci, docteur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou c'est bon? Moi, j'ai fait le tour un petit peu. Si vous voulez d'autres... oui? Quelle est la différence entre adénofibrome et mastopathie adénofibrome? Quelle est la différence entre Adénofibrome et et mastopathie adénofibromeuse. Alors, l'adénofibrome, c'est une véritable lésion tumorale. C'est une tumeur bénigne qui se caractérise par une double prolifération. C'est un double contingent épithélial et mésenchymateux. Donc, c'est une tumeur qu'on peut énucléer. Elle est souvent bien limitée. Elle a tous les critères de bénignité. La mastopathie, c'est un remaniement de l'ensemble du sein. Même si on a un placard, c'est très difficile donc de l'enlever ou de l'énucléer. Pas comme un adénofibrome. C'est pas un nodule. Bon, elle peut être nodularisée, mais c'est des lésions qui touchent le conjonctif, ça touche les lobules et les canaux. D'accord? Alors que ça peut être dystrophique, c'est d'origine hormonale, mais elle peut faire peut-être le lit du cancer, alors que l'adénofibrome, en général, c'est une tumeur bénigne qui ne donne pas de carcinome. Vous voyez? C'est extrêmement rare, mais souvent, l'adénofibrome, c'est une tumeur bénigne qui ne dégénère pas. Alors que la mastopathie, si vous avez des atypies, vous risquez donc d'être en présence d'une lésion précancéreuse. Et qu'il faut étiqueter et bien identifier pour ne pas passer à côté, donc ne pas laisser le lit du cancer évoluer de lui-même sous l'effet des hormones, donc les œstrogènes. Et donc, une mastopathie fibrokystique simple ne peut pas cancériser, mais une mastopathie proliférante avec des atypies peut évoluer après un certain temps d'évolution vers le carcinome, l'hyperplasie atypique, l'in situ, voire l'infiltrant. Est-ce que c'est bon? J'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est bon? Vous avez quand votre examen? Le 23, le 24? Jeudi 24, c'est ça? Oui, D'accord, bon courage. Si vous avez fait vos cours normalement, vous aurez des questions
normal que vous pourrez donc répondre si vous avez suivi vos cours normalement. Hein. C'est 12 QCM, docteur. Comment? C'est 12 QCM. Oui, normalement 12 QCM dans en anapath. Après, les autres, c'est la génico que vous avez. Merci beaucoup. OK, bon courage à tous. Merci, docteur. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.